Rebonjour à tous, nous revoilà repartis pour ce 9e épisode sur la géologie des formations superficielles. Alors aujourd'hui, on va encore parler de pas mal de choses et on va continuer par remplir l'explorateur de notre logiciel QGIS. Et on va lui rajouter de nouveaux flux. Déjà, savez-vous que l'on peut lui rajouter des flux fournis par les serveurs de Google. Ainsi, vous pouvez faire afficher les mêmes vues aériennes et cartes que sur Google Maps et Google Earth. Alors on ne va pas utiliser du service WMS pur et brut, mais on va utiliser une variante que l'on appelle des flux tuilés. Dans un flux tuilé, les images sont découpées par carreaux, par exemple de 256 x 256 pixels. C'est ce qu'on appelle des tuiles. Alors quand on envoie une requête au serveur, le serveur ne nous fournit pas une image de la carte en entier, mais des tuiles, des dalles, déjà prédécoupées sur la zone qui nous intéresse. Ainsi, le serveur ne fournit que ce qui est nécessaire pour l'affichage de la carte sur le logiciel SIG. Cela soulage le serveur, cela réduit le transfert de données sur le réseau et cela accélère l'affichage de la carte sur notre logiciel SIG ou notre navigateur web. Alors, dans votre explorateur, nous allons rajouter des connexions selon des protocoles s'appelant, par exemple, XYZ Tiles dans QGIS. Tiles veut dire tuiles en anglais. X et Y sont les deux paramètres qui nous permettent de sélectionner la bonne tuile horizontalement et verticalement. Et le paramètre Z, il faut le comprendre comme Z égale zoom. C'est ce paramètre qui va indiquer au serveur l'échelle de votre vue cartographique. Ainsi, avec Z égale 0, vous avez la totalité de votre carte, sous forme d'une seule dalle. Avec Z égale 1, eh bien, vous avez 4 tuiles qui découpent votre carte. Avec Z égale 2, vous utilisez 16 tuiles. Avec Z égale 3, vous utilisez 64 tuiles, etc., etc. Et par exemple, avec Z égale 20, nous avons plus de 1000 milliards de tuiles. Ce qui donne des tuiles avec une grande précision de détail pour chacune d'entre elles, mais seules quelques tuiles seront transmises par le serveur au lieu de 1000 milliards. Alors on va commencer par Google. Pour les vues satellitaires, voilà ce qu'il faut rentrer dans l'URL. Ici, ceci signifie layer, c'est-à-dire couche. Petit s signifie satellite. Et entre les accolades X et Y, ce sont les indices qui permettent d'identifier une tuile horizontalement et verticalement. Alors une fois que c'est fait, double-cliquons sur cette connexion. Voilà. Une nouvelle couche s'affiche dans notre carte. On voit que cette carte s'affiche dans un SCR, système de coordonnées de référence géographique, qui est le PSG 3857. Et c'est un SCR utilisant des coordonnées géographiques sous forme de longitude et de latitude, et qui utilise la projection de Mercator qui nous est bien familière. Si je zoome, je vois que c'est très rapide. C'est dû au fait justement que j'utilise des tuiles et seules les tuiles qui me sont nécessaires me sont renvoyées par Google. Alors nous avons aussi les cartes Google. Cela, je vais écrire ça. Nous avons les cartes hybrides, c'est-à-dire des vues satellitaires qui sont annotées. Et l'URL, c'est celle-là. Bien, nous avons aussi accès au service du CREG. Alors le CREG, c'est un portail de l'information géographique en Auvergne-Rhône-Alpes. Le CREG est une administration publique. Le CREG, à l'origine, c'était le centre régional auvergnat de l'information géographique. Et c'est là jusqu'en juin 2017. Mais suite à la fusion des régions opérées sous la présidence Hollande, les deux anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné pour former une seule et même région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour le CREG, dans l'explorateur QGIS, nous ne passons pas par des services XYZ Tiles, mais nous allons utiliser une variante du protocole WMS, qui est le protocole WMTS. Le WMTS est l'acronyme de Webmap Tile Service, et c'est un protocole qui est défini par l'OGC, et c'est un service d'image tuilée. Alors l'URL que l'on va rentrer, c'est celui-là. Et cette connexion nous donne accès aux orthophotographies qui, rappelez-vous, ce sont des vues aériennes qui ont été redressées afin qu'elles soient superposables à une carte et utilisables dans un logiciel SIG.
De la même manière, je peux récupérer le cadastre, ou une carte avec des courbes de niveau, ou une carte avec le rendu du relief. Bon, maintenant nous voulons faire plus et être capable de dessiner des profils altimétriques. Pour cela, nous avons besoin d'accéder à des modèles numériques de terrain, ou en anglais DEM, pour Digital Elevation Model. Alors ce sont des représentations numériques de la topographie du terrain. Dans notre région en Auvergne, pour cela, il faut aller sur le site du CREG et aller sur Open Data. Et là, on a sur le site web, on a un aperçu des données disponibles. Nous avons des modèles numériques de terrain sur l'Auvergne, la Genépuis, le massif de Mont-d'Or, le Sancy, etc. Le problème est de télécharger ces données. Et là, les procédures ne sont pas si simples. Et il faut mettre les mains dans le cambouis. Bien, allons-y. Je vais télécharger le MNT du département du Puy-de-Dôme. Alors on va aller sur cette page qui explique la procédure. Cela nous explique qu'il faut utiliser un logiciel qui s'appelle WinSCP et qui n'est disponible que sur Windows. Je n'ai pas trouvé de logiciel sur Mac capable de télécharger ces données du CREG. Nous pouvons passer aussi par le navigateur web. On clique ici sur drive.opendata.creg.fr. Le navigateur web affiche la liste des fichiers sur le serveur distant du CREG. Je vais aller dans MNT, puis 2009 Puy-de-Dôme y mettre, et nous voyons au passage qu'il y a beaucoup d'autres MNT. Je clique sur l'icône avec les 3 petits points et je sélectionne télécharger dans le menu déroulant. Voilà. Et nous obtenons une copie conforme des fichiers stockés sur le disque dur distant du CREG. Et enfin, autre manière de procéder, cette fois sur Mac, nous revenons sur le Finder, nous allons dans le menu Aller, nous sélectionnons se connecter sur le serveur, nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre et que nous remplissons comme expliqué sur le site du CREG. Alors attention, ne pas oublier de mettre un petit S à la fin de HTTP, car nous utilisons le protocole HTTPS sécurisé pour nous connecter sur le serveur du CREG. Voilà. Toujours sur le Finder, nous avons maintenant les icônes de ces dossiers qui sont en fait sur le serveur du CREG. Et là, nous pouvons travailler comme si ces dossiers étaient en fait sur le disque dur de notre ordinateur. Ils ne le sont pas. Et pour récupérer ces données, eh bien, on va faire comme si on était sur le Finder. On va faire un simple glisser-déposer. Et voilà. Alors ici, nous avons utilisé un autre protocole de communication qui s'appelle le WebDAV pour Web-Based Distributed Authoring and Versioning, qui nous permet de récupérer les fichiers et les répertoires par un simple glisser-déposer. Par exemple, pour le département du Puy-de-Dôme, avec un MNT qui a été réalisé en 2009, eh bien là, je récupère 3979 fichiers avec une taille comprise entre 158 et 175 kilooctets de taille. Alors pour afficher ces données, je pourrais bien sûr passer par l'explorateur de QGIS. Si je télécharge un fichier, cela m'affiche une petite image. Si je prends un deuxième fichier, idem, eh bien ça va m'afficher une dalle juste à côté. Bon, j'ai presque 4000 fichiers. Donc si je fais tout cela à la main, cela va me prendre beaucoup trop de temps et il faut que je trouve une méthode pour automatiser tout cela. Alors je préviens, ce que je vais faire, on peut le faire directement sur QGIS. Mais QGIS ne va pas se révéler assez puissant et pratique pour faire cela, car il n'est pas optimisé pour cela. Il est préférable de passer par des commandes de script que l'on va taper dans un terminal ou une console. Et pour tout cela, on va utiliser une librairie qui va me permettre de traiter des fichiers de données qui stockent des informations sous forme raster ou vectorielle. Alors cette librairie, c'est la librairie GEDAL. GEDAL signifie Geospatial Data Abstraction Library. C'est une librairie fournissant des commandes permettant de lire et de traiter des fichiers codés sous des formats différents. GEDAL est ainsi
capable de lire plus de 200 formats différents pour les données raster ou vectorielles. GEDAL fait partie des projets soutenus par la fondation Open Source Géospatiale, OSGeo, qui est une ONG, une organisation non gouvernementale, pour construire et proposer une offre de logiciels open source en géomatique. Et d'ailleurs, QGIS fait justement partie de ces projets soutenus par OSGeo. Et quand on fait du SIG, quand on fait du QGIS, on aura forcément besoin, un jour ou l'autre, de faire appel à cette petite boîte à outils de la librairie GEDAL fournie par OSGeo. Alors déjà, le CREG n'est pas très causant sur les données qu'il fournit et sur la manière de procéder. Cela ne pose pas de problème aux spécialistes, mais quand on est un peu néophyte, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Alors déjà, on va ouvrir une fenêtre terminale sur Mac, où on va taper des petites commandes Unix pour commencer. Je me positionne sur le bon répertoire où sont stockées mes données MNT. C'est dans le répertoire 2009, puis DOM 10 mètres. Ok, c'est bon. Là, je vais dans le sous-répertoire qui s'appelle DAL, et là, je vais compter combien de fichiers j'ai là-dedans. J'en ai 3981. Tout cela, c'est de l'Unix. ls-l, c'est pour lister les fichiers en comptant un fichier par ligne, et wc-l, c'est pour compter le nombre de lignes. Alors, on va commencer à faire appel à GEDAL. On va utiliser la première commande qui s'appelle GEDAL info. Voilà, on va taper cette petite instruction, et voilà ce qu'on en obtient. Cela me dit déjà que les données sont fournies sous le format ArcInfo. Alors ArcInfo, en quelque sorte, c'est l'ancêtre de ArcGIS de la société Esri. Et là, cela me dit que ce sont des données au format texte. Ensuite, je vois ici qu'un pixel représente un carré de 10 mètres x 10 mètres. Je vois aussi que les coordonnées sont données en mètres, et vu les valeurs, ce sont donc des coordonnées Lambert 93. Et ici, nous avons une image qui fait donc 150 pixels sur 150 pixels. C'est-à-dire un carré de terrain de 1500 mètres sur 1500 mètres. Alors cela utilise du Lambert 93, et pour bien comprendre le Lambert 93, je me présente ce petit schéma qui vous explique que le Lambert 93, c'est une projection dite conique. Alors pour faire une carte, on fait une projection du globe terrestre sur une carte, et dans le cas du Lambert 93, on enroule votre carte, votre feuille de papier autour du globe terrestre sous forme d'un cône, et on a la carte définitive quand celle-ci est remise à plat. Alors sur cette carte de France, ce que nous voyons déjà, ce sont les graticules. Alors les graticules, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lignes qui montrent les parallèles de latitude et les méridiens de longitude. Les graticules visualisent les coordonnées géographiques de longitude et de latitude. Alors sur les cartes, nous avons aussi des grilles qui forment un réseau de lignes horizontales et verticales. Ce quadrillage découpe la carte sous forme de carrés de taille identique. C'est ce que l'on appelle un carroyage. Graticule et carroyage ne concordent pas. Et ce carroyage est gradué. Et ici, nous avons les coordonnées Lambert 93. Alors, ce que j'ai aussi comme information, nous avons ici l'altitude minimale et nous avons l'altitude maximale de cette petite dalle. Bien, pour pouvoir travailler correctement avec QGIS, ce que je vais faire, c'est fusionner tous ces petits fichiers en un seul fichier au format binaire. Pour cela, je vais utiliser une autre commande, qui est la commande GEDAL merge. Ce que je vais faire, c'est donc créer un fichier au format GeoTIFF. Alors le GeoTIFF, c'est quoi? C'est un format de fichier, c'est comme le TIFF, qui est un format d'image, mais auquel on va rajouter des informations de géoréférencement, c'est-à-dire des informations qui vont me dire, où est-ce que nous sommes exactement. Alors, pour cette opération de fusion, on va taper cette petite commande magique et qui va faire le boulot. Alors, c'est un petit peu technique, c'est de l'Unix, et pour expliquer un peu la chose, ici, vous avez le nom de la commande. Ici, vous avez le nom du fichier binaire que je vais créer et qui va rassembler toutes les données d'altitude. Et ça, c'est la liste de tous ces petits fichiers d'entrée. J'en ai près de 4000, rappelez-vous.
Une fois que c'est fait, une fois que mon fichier est créé, on peut revenir sur QGIS, je passe par l'explorateur et cette fois je charge ces données en local sur mon ordinateur. Voilà, je récupère cette image en noir et blanc, je jette un petit coup d'œil dans les propriétés de la couche, je vérifie bien que c'est du géotiff et l'image est bien géoréférencée. Je vais vérifier que mon MNT est bien positionné en téléchargeant le plan IGN du géoportail et en le superposant sur la carte, je vois que c'est bien le cas. Alors déjà, un MNT, cela n'est pas très parlant. C'est du gris, c'est du noir, c'est du blanc. Alors je voudrais créer une nouvelle couche où mon MNT est éclairé par une lumière rasante, afin de mettre en valeur les reliefs. Alors pour cela, je peux aller dans le menu QGIS. Donc ici, je passe par Raster, Analyse, Ombrage. Voilà, ça me crée une nouvelle couche. Comme je ne souhaite pas la garder, je vais garder les mêmes réglages tels qu'ils sont. Et cette nouvelle couche sera stockée dans un fichier temporaire. Je vois ici que pour cette opération, je fais en fait appel à une commande qui s'appelle GDAL-DEM, et donc c'est une commande de la librairie GDAL. Alors comme tout à l'heure, eh bien, je peux faire cela aussi dans mon terminal. Je tape cette petite commande et puis voilà, je peux faire la même chose. Et avec cette librairie GDAL, eh bien aussi avec cette même commande, je peux créer un joli MNT en couleur. Et une fois téléchargé, une fois superposé, eh bien voilà, j'obtiens ce résultat. Alors comment fait-on pour produire cela? Eh bien je repars de mon MNT brut en noir, gris et blanc et je vais dans le panneau style de couche à droite. Dans le menu déroulant, à côté du pinceau, c'est marqué bande grise unique. Je vais sélectionner à la place ceux de couleur à bande unique. Et c'est là que je spécifie les couleurs de mon MNT en fonction de l'altitude. Je vérifie que interpolation est surlinéaire et pour palette de couleurs, je peux prendre ce qui nous plaît le mieux. J'appuie sur le bouton classer et là QGIS me crée ici 5 catégories, chacune avec une couleur propre en fonction de l'altitude. Là je supprime les chiffres après la virgule car ils n'ont pas de sens ici. Alors ici, quelque chose d'important dans ce que je vais faire. Toujours dans le panneau à droite de QGIS, je clique sur le petit onglet en bas qui s'appelle boîte à outils de traitement au lieu de style de couche. Et c'est là que j'ai accès à toute une liste d'outils que je peux utiliser pour retravailler des couches raster ou vectorielles. Je sélectionne l'article analyse de terrain raster et je choisis l'outil relief. Cet outil va me créer une carte de relief ombragée à partir des altitudes. La carte produite sera multibande en couleur. C'est-à-dire que pour chaque pixel, l'algorithme va nous calculer une valeur dans la bande rouge, une valeur dans la bande verte et une valeur dans la bande bleue. Le mélange de ces trois composantes, rouge, vert, bleu, va me créer une carte en relief légèrement colorée. Là, j'ai la boîte de dialogue de l'outil relief. Je n'oublie pas de cliquer sur générer des classes de relief automatiquement et je clique sur le bouton exécuter. Et voilà, j'obtiens une nouvelle couche qui s'appelle relief et qui se superpose au-dessus de mon MNT. Je vois que le résultat est assez différent et plus sophistiqué que celui obtenu par un simple calcul d'ombrage. Maintenant, je vais jouer sur l'opacité de ma couche relief afin de voir en transparence la couche en dessous qui est mon MNT coloré selon l'altitude. Et là, on reconnaît bien les grandes structures géologiques du Puy de Dôme, comme la Limagne, la chaîne des Puys, le massif des Monts d'Or, le Sillon rouillé, etc. Bon, maintenant je voudrais utiliser le MNT pour calculer les courbes de niveau. Pour cela, je vais dans le menu Raster, Extraction, puis Courbe de niveau. J'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche. Pas grand chose à modifier ici, je peux garder les réglages par défaut. Et c'est ici que je règle l'équidistance. Elle est de 10 mètres, je vais garder cette valeur. Pour le calcul des courbes de niveau, je vois que j'utilise en fait une commande GDAL qui s'appelle GDAL-contour.
Bien, je clique sur exécuter et au bout d'une minute 30 de calcul, j'ai mes courbes de niveau calculées qui s'affichent. C'est une couche raster, je la retrouve ici dans ma pile des couches. Elle s'appelle courbe de niveau. À cette échelle, les courbes de niveau ne sont pas très discernables. Je vais d'abord changer la couleur pour les mettre en noir. Et puis je zoome. Zoomons d'abord sur la chaîne des puits, et le volcan du Puy de Dôme. Voilà. Et puis zoomons sur Clermont-Ferrand. Alors maintenant, je veux tracer un profil altimétrique à partir de ce MNT. Alors pour expliquer comment faire, je vais partir de cette vue cartographique sur QGIS. J'ai superposé la couche des courbes de niveau que j'ai calculées précédemment avec la couche WMS du plan IGN version 2. Et je regarde le volcan du Puy de Dôme à cette échelle proche du 20 millième sur la carte. Dans ma couche des courbes de niveau, l'équidistance est de 10 mètres, tandis que sur la carte de l'IGN, l'équidistance est de 20 mètres. On voit que les courbes de niveau se superposent globalement, mais avec ma couche des courbes de niveau, j'ai plus de détails. Par exemple, dans le secteur au nord du Puy de Dôme, j'ai une topographie assez compliquée et on comprend encore mal ce qui se passe. Ce petit secteur est assez intéressant et c'est là où on va travailler. Il y a 2 dépressions et un sommet. Ici, il y a le creux de la Berthe et là, le nid de la Poule. Et le sommet, c'est le petit Puy de Dôme qui est un volcan de type strombolien. Et c'est ce volcan qui a produit une petite coulée de lave il y a 31 000 ans, qui s'est écoulée dans la vallée de la Tiertaine en passant par Roya et qui s'est arrêtée à Chamalières, juste avant le lieu dit appelé la Source Vive, où nous avons une résidence qui ne passe pas inaperçue. Ces structures topographiques, creux de la Berthe, nid de la Poule et petit Puy de Dôme, sont dessinées avec plus de détails et plus de finesse avec la couche des courbes de niveau calculée à partir du MNT du Craig. C'est donc avec ce MNT que je vais dessiner un profil altimétrique passant par ces structures. Alors pour cela, je vais utiliser un plugin, c'est-à-dire une extension en français. Je retourne donc dans le menu Extensions, puis je sélectionne Installer, gérer les extensions. Et je recherche l'outil Profile Tool que l'on va utiliser. Sur mon ordinateur, cette extension est déjà installée. Et une fois installée, nous avons une nouvelle petite icône représentant une sorte de colline verdoyante dans la barre d'outils ici. Alors c'est très simple, je clique sur cette icône. En bas de ma fenêtre QGIS, j'ai un nouveau panneau qui s'affiche et qui s'intitule Profile Tool, avec 3 onglets, Profile, Table et Settings. Alors avec ma souris, je clique sur le premier point qui marque le point de départ de ma ligne de coupe. Puis sur le deuxième point, je clique et enfin je vais terminer par un troisième et dernier point en double cliquant. Mon trait de coupe n'est pas forcément linéaire et peut-être une ligne brisée. Le deuxième point se trouve juste au centre du nid de la Poule, entre le creux de la Berthe et le sommet du petit Puy de Dôme. Une fois que c'est fait, je passe dans l'onglet Profile de mon panneau Profile Tool et je clique sur le bouton ici qui s'appelle Add Layer. Et là QGIS m'affiche un petit message d'erreur car je n'ai pas fait les choses correctement. On apprend toujours de ses erreurs et là il y a en effet quelque chose qui ne va pas. Dans mon panneau des couches, la couche actuellement sélectionnée est la couche des courbes de niveau. Or, l'outil Profile Tool ne peut pas travailler avec cette couche, mais doit travailler avec une couche MNT qui est ici et qui s'appelle ici Result. Je corrige donc facilement cette erreur en sélectionnant cette couche dans le panneau des couches. Je refais l'opération, j'appuie sur le bouton Add Layer et là, alléluia, ça marche, nickel. Sur le profil altimétrique, je vois que j'ai successivement le creux de la Berthe, le nid de la Poule et le sommet du petit Puy de Dôme. Je vois que le nid de la Poule est un petit peu plus profond que le creux de la Berthe. Alors attention, les distances verticales ici sont très amplifiées par rapport aux distances horizontales. Et cela nous donne un aspect trompeur du terrain. Les pentes ne sont pas aussi raides que cela. C'est juste pour expliquer et c'est quelque chose qui peut se corriger facilement. Alors je vois qu'en bougeant la souris, j'ai des mesures précises des distances et des altitudes. Et je peux exporter mon profil dans un fichier image. Et en cliquant sur le deuxième onglet, l'onglet Table, j'ai accès aux données précises stockées dans un tableau. Et là, je peux copier ces valeurs dans le presse-papier.
qui est très intéressante aussi, c'est que je peux récupérer les coordonnées altimétriques que je peux ensuite utiliser dans un logiciel de dessin de coupe géologique. Par exemple, j'utilise ici le logiciel spécialisé en dessin de coupe géologique qui s'appelle Géode et que j'ai développé il y a une dizaine d'années. Son intérêt est que je peux y coller directement les valeurs de distance et d'altitude le long de mon trait de coupe que j'ai pu récupérer ici. Pour le tracé de la coupe, on procède étape par étape. D'abord le profil topographique. Ensuite, le tracé des courbes de référence, comme les failles ou les limites de bloc. Ensuite, le développement de toutes les courbes constituant l'architecture de ma coupe géologique. Et enfin, le remplissage des zones et ajout du texte. Bon, là, la coupe est très schématique. Les structures volcaniques ne sont pas représentées et la forme supposée du socle granito-métamorphique y est très rudimentaire. Autre outil qui peut être intéressant, c'est QProf. C'est une extension sur QGIS. Une fois que c'est installé, on active cette extension dans le menu Extensions. On a alors un panneau à droite qui s'ouvre dans la fenêtre de QGIS. Et là, il suffit de se laisser guider, on procède étape par étape. Alors dans cet exemple, on revient sur le secteur des côtes de Clermont en partant de l'escarpement de la faille de la Limagne. On va rester dans l'onglet topographie, affiché ici. Première étape, on sélectionne le MNT. Ici, on ne peut pas se tromper, QProf nous demande explicitement de sélectionner la bonne couche du MNT. Là, on fait OK. Puis deuxième étape, il s'agit de tracer le trait de coupe. On clique sur Digitize Line. Et voilà, je dessine mon trait de coupe. Si vous vous rappelez les épisodes précédents, nous sommes en terrain connu. Je commence par la montagne Percée, dominant la cuvette clermontoise, puis je traverse le vallon du Rivali, puis je passe par la butte de Montchagny, dominant le quartier de Trémontais, puis je longe la ligne de crête des côtes de Clermont, puis on arrive sur le col du Bansillon, et enfin notre trait de coupe passe par le Puy de Var et se termine à la Croix de Néra. On fait un clic droit pour terminer le trait de coupe. Ensuite, on clique sur le bouton Read Source Data. QGIS nous informe que les choses se sont bien passées. Ici, nous avons les valeurs de distance et d'altitude que nous pouvons utiliser ensuite sur Géode. Puis je clique sur le bouton Create Topographic Line. Je peux régler ici l'échelle verticale, je clique sur OK, et voilà. Bien, nous avons donc là des outils très puissants et très efficaces, et je pense qu'en 2021, nous avons désormais des outils nouveaux qui nous permettent de faire un travail avec une qualité et une précision infiniment meilleure que ce que nous faisions jusqu'à maintenant quand on faisait des profils altimétriques à la main à partir des cartes topographiques. Mais cela demande plus de technicité sur le plan de l'informatique, et c'est quelque chose qui compte dans la formation du géologue de maintenant et du futur. Bien voilà, c'est fini pour cette petite séance plutôt longue mais qui est très riche puisqu'on a appris comment établir des connexions avec les grands serveurs de données géomatiques comme Google, OpenStreetMap ou Esri pour récupérer des vues aériennes ou des vues cartographiques. Nous avons vu les protocoles tuilés comme WMTS et XYZ-TALS qui permettent d'accélérer et d'optimiser le flux de données entre l'ordinateur client et le serveur. Nous avons vu la librairie JEDAL qui nous permet de lire et de traiter des fichiers de données qui nous est bien utile, comme quand par exemple il s'agit de fusionner des dalles, d'ombrer un MNT, de réaliser une carte du relief avec des couleurs en fonction de l'altitude, ou quand on souhaite calculer les courbes de niveau. Et enfin, nous avons vu comment dessiner des profils altimétriques de manière très précise avec deux extensions QGIS différentes, et nous avons vu comment récupérer les valeurs de distance et d'altitude dans un
logiciel spécialisé de dessin de coupe géologique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, nous verrons comment faire une petite carte géologique ou petite carte géomorphologique sur QGIS. À bientôt!